Yo, what it do les petits jeunes? Bienvenue au Carabine et Faber, numéro 5, March Madness. Comme vous le savez, on est au mois de mars, puis c'est le March Madness qui commence. NCAA, ça brosse, tabarnak. Tu checkes ça un peu le March Madness, mon Faber? Non. No. Non. Si t'avais un team college que t'aimerais qu'il gagne, ce serait qui? Gros, genre tu poses pas la bonne question à la bonne personne. Ah ouais, t'es-tu sérieux? Je pensais que tu trippais un peu sur le basket. Big. J'ai écouté 5-6 games de basket dans toute ma vie, puis c'était la finale des Raptors. That's all. Je connais juste les bons joueurs dans la NBA. Je pense pas que je peux te nommer toutes les équipes de la NBA. Fait que je pense même pas que je connais. Y a-tu Penn State, genre, ou Notre Dame, ou de quoi de même? Ça, c'est juste au foot. Ben, t'es bon, man. Ouais, non, c'est pas deux écoles basket, là, là, mais ils ont des teams de basket, mais c'est pas les tops, là. Mettons, c'est plus Kentucky, North Carolina, Duke, Michigan State. Duke, j'ai déjà entendu. Je prends pour Duke, man. C'est eux autres. Let's go, Duke. Let's go, Duke. Mais le pire, c'est que je pense que Duke est pas au March Madness cette année parce qu'ils ont trop de cas de COVID. Bon, ben, rest in peace, Duke, man. Yeah, mais tu sais c'est qui Zion Williamson? Oh, ben oui. Lui, il jouait pour Duke avec RJ Barrett, le Canadien. Ça doit être pour ça que je sais c'est qui Duke, genre. Yeah, boy! Mais anyway, nous autres, si on est là, c'est pour parler de combat, tabarnak, man. Hey, l'autre jour, tu sais, Ben Sherrod, il s'est pété la main, man, en se battant, là. T'as sûrement vu ça? En là, le gros, tout le monde capote, là. Moi, je me suis checké un Twitter, puis là, j'hésite pas à dire que j'étais un tripeux de bataille, puis là, je me suis fait, pour la première fois, là, gros, je me suis pogné avec un gars, là. Il m'envoyait chier, mon gars, là. Il était comme, t'es un homme de Cro-Magnon, big, aimé les combats, trouve-toi une vie, esti. Il est allé jusqu'à me dire, je te souhaite un jour d'avoir un kid, puis qu'il se batte sa glace, puis qu'il se fasse péter à la gueule, puis qu'il se cogne la tête sa glace, puis qu'il vire en sang, là, le gros. Moi, j'étais pas violent, là, j'étais comme big, tu te rends compte de qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Twitter, ça va loin. C'est pour ça, moi, genre, c'est comme là, Charles, il m'a dit qu'il fallait que je sois plus sur Twitter, fait que je vais essayer de l'écouter, là. Mais, genre, c'est ça, j'ai de la misère, parce que c'est comme une place où tu fais juste émettre ton opinion, genre, gratuitement. Puis là, t'as tout un cave qui est pas d'accord avec toi. Ouais. Puis il se sent, genre, entitled, genre, de venir s'astiner avec toi. Puis j'ai comme pas d'énergie pour ça, Big. C'est comme, encore les studs, qu'est-ce que tu penses, mon esti d'imbécile, mais c'est vrai que pour des MMA Talk, au moins, si tu fais juste mettre tes pauses de temps à autre sans même interagir avec le monde, au moins, tu vas être sur la twittosphère, pardon, puis t'as déjà un bon following. Fait que Jourdain, il t'a donné un bon conseil, je pense. Genre 200 abonnés sur Twitter. C'est pas ça que j'appelle un gros following. Là. Non, mais plus avec ton Facebook puis ton YouTube. Puis là, fait que là, si tu commences avec ton Twitter, tu risques de pouvoir monter. C'est plus ce que je voulais dire. Probablement, I guess. Tu vas pouvoir commenter pendant les combats. Puis tout, ouais, ben c'est ça. Faudrait que je live tweet pendant les combats. Là. Ouais. C'est bien ça que j'ai compris. Là. Mais tu sais, c'est comme j'ai déjà essayé. Puis là, les 5 premiers combats, je suis là. Puis je live tweet. Puis un moment donné, je suis comme. Fuck that. Fuck that. Ou je tombe endormi parce que, genre, il m'a avoué que mes heures de sommeil à cause de la job sont fucked up un peu, là. Fait que ça donne souvent que vers l'heure, genre, comme 2, 3e combat de la main card, là, je commence à être fatigué, puis je passe out, puis soit je me réveille pour le main event, ou je me réveille, puis je vois, genre, la main du gars qui gagne dans le main event se faire lever, puis là, je suis là, ah ben, si check ça, j'ai manqué le main event, genre, mais... Fait que mais pas manqué. Là, j'essaie de live tweet. C'est Charles. Mais tu sais, l'important, c'est pas que t'aimes ça, là. Évidemment, je vois bien que t'aimes pas ça, mais tu sais, faut pas que tu te fasses une corvée de faire ça, là, parce que c'est là que ça va faire chier et t'auras pas le goût. Mais tu sais, si t'as envie de faire un tweet ou deux pendant une soirée de combat, ça va être parfait, là. Allez suivre des MMA Talk, tabarnak, sur Twitter. Et allez suivre Maxime Carabine sur Twitter, ouais. C'est-tu clair, Carlis? Mais en parlant de main event que tu dors, le gros, je pense pas que t'aies raté le high poke du siècle la dernière semaine, man. Non, mais j'ai raté le combat juste avant. Heureusement, je me suis réveillé. Ah ouais? Mais ouais. Ige qui est tempé Tucker, ça? Non, ça, je l'ai vu. C'est le combat. Ah ouais, Ryan Spann. Ouais. Qui a démoli le Canadien. Je l'ai réécouté par après. Je me dis, ah. Tu sais, un combat, là, que tu le sais pertinemment que ça va aller d'une de deux manières, genre. Tu voyais ça comment, toi, Spann? Contre comment il s'appelle le Canadien d'origine tchécoslovaque? C'est un laiton, man. C'est tellement magnifique. C'est un laiton, man, comme Arthur Sirbé. C'est Misha Skarpunov.
Ouais, Cirkunov, le gros, il était pas prêt pour cette fight-là, man. Span, il l'a Ben, assassiné. gros, Michel Cirkunov, là, c'est pour ça que je te disais que c'était un two-true option, là, ce combat-là. Ouais. C'est soit que il se faisait knocker au premier round ou qu'il soumettait son adversaire au premier round. C'est ça, Michel Cirkunov. Ah ouais? Genre, il va t'amener au sol, il va te soumettre genre instant parce qu'il est vraiment fort, il a un gros top control, il a un gros side choke, c'est des gros chokes de gars pesants and shit. Mais il n'y a pas de chin. Il n'y a pas de chin, puis il n'y a pas vraiment. Son striking n'est pas mauvais, mais il set up pas si bien que ça, ses takedowns. Fait que des fois, il se retrouve juste un peu pogné debout, puis vu qu'il n'y a pas vraiment de chin, ce Christian Reigns là. C'est comme un jeune Olynyk, genre? Ouais, tu peux dire jeune parce que tu parles d'Olynyk, là, mais il n'est pas jeune, Michel Cirkunov, là. Ah non? Non, pas du tout, là. Fait que mais t'as vu Tucker qui s'est fait rincer par E-Game? Ouais, ça, j'ai vu ça. C'est comme un peu après ça, justement, que c'est ça qui est dur, des fois, c'est l'UFC, c'est quand t'as le pacing télévision qui essaie de te pulser un combat à toutes les demi-heures, là. Là, t'as un combat qui dure 24 secondes, puis là, moi qui commence à être fatigué, je suis obligé de rester là, puis d'écouter du monde me parler de des affaires que je sais déjà pendant 25 minutes avant qu'il y ait un autre fight. C'est là que c'est dur de pas tomber endormi, genre. Ouais, tu te crises des claques d'en face. Mais yo, là, je check Cage Warriors, là, puis eux, man, mon gars, là, ils niaisent pas, mon gars. Aussitôt que le combat est fini, là, les deux autres, on dirait qu'ils attendent sur le bord de la cage, là, puis ils rentrent tout de suite, là, c'est quand même sick, là. Ah, c'est fucké, il est pas si vieux que ça, Cirkunov. Il est né en 87, donc il a 34 ans. Mm-hmm. Il a l'air d'en avoir 64 quand tu le regardes, mais je pensais qu'il avait comme 35, 36 ans, parce que c'est pas tu sais, il a commencé à se battre en genre 2009, 2010. C'est pas un nouveau combattant. En termes d'âge de fighter, il est assez âgé, là, mettons. Ouais, ben, tout ça. Il est comme rentre dans la 10, 11e année de sa carrière. C'est là que tu commences à peut-être plus être dans ton. Tu commences à être dans la fin de ton pic, mettons. Mais mettons, Charles Jourdain, on va reparler de lui un petit peu plus tard, mais lui, il a commencé très jeune aussi. Là, il est tombé pro à quoi? À genre 23, genre? 23 ans? CJ? Dans ces eaux-là, en tout cas, là, il y a 25. 25? Il y a 25 là, fait que ça fait au moins 2 ans qu'il est pro, là, j'imagine. Charles, il est pro depuis 2016, si je me trompe pas. Fin 2015, début 2016. Ouais, fait que lui, mais qui arrive à 30 ans, là, ça va quasiment faire 10 ans déjà qu'il se bat. Là. Ouais, Charles, il est dans ceux qui ont commencé jeunes. Fait que c'est sûr que tu peux pas nécessairement t'attendre à ce qu'à 43 ans, Charles Jourdain soit encore dans son pic dans l'UFC comme s'il était genre Yoel Romero ou quelque chose comme ça. Puis c'est pas son but non plus. Là. Lui, j'ai l'impression qu'il est plus comme je fais ce que j'ai à faire, puis à 32, 33, un peu comme GSP, tu sais, il va se retirer, puis... Drette ça, 2016, 5e mois 2016, au LAMMQ, quand je m'accroche, j'étais là, man. Yeah. D'abord, j'ai vu toutes ces fights à Charles, dans le fond. C'était à en live? Ouais. Jusqu'à temps qu'il arrive dans l'UFC? Dans l'UFC, ouais. Ah, j'étais là parce que Dufort se battait contre Stéphane Lavoie. Mick Dufort, ça, c'est un bon chum à Oli Aubin, hein? Il en parle souvent, en tout cas, de lui. Ouais. Puis lui, il est pro, Mick Dufort? Il se bat pas beaucoup, hein? Mick, c'est difficile pour lui parce que, ben... Si t'es pas dans l'UFC au Québec, c'est difficile de se battre depuis 2 ans. C'est ça. Puis Mick, dans le fond, Mick, là, il a fait ses débuts pro à 18 ans pile contre Carl Nelson, qui est dans l'UFC aujourd'hui. Ouais. Il a perdu ce combat-là par décision partagée. Ensuite, il s'est battu contre Mario Pereira, qui était actif dans le temps, là, un très très bon fighter, ça aussi. Que c'est un rematch de chez les amateurs. Mais là, Pereira a gagné la décision pro. Fait que Dufort a commencé sa carrière 0-2. Après, il a gagné 6 combats consécutifs. Puis là, il a perdu contre Jesse Ronson. Puis là, il en a regagné un autre. Fait que ça fait qu'il y a une fiche de 7 victoires, 3 défaites. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment meilleur qu'un gars qui a une fiche comme ça. Ça fait que ça fait pas nécessairement la file pour l'affronter, genre. Mm-hmm. Tu sais, c'est un gars qui est proche de l'UFC, qui a pas nécessairement une fiche qui démontre ça. Puis que genre, tu peux lui, tu sais, il est rendu à se battre, là, mettons, s'il se battait au BFL. Il faudrait qu'il se batte contre Scott Hudson. Il faudrait qu'il se batte contre Adam Asenza. Faudrait qu'il aille se battre, mettons, contre Achilles Estradamadura, là, qu'on va voir dans le main event du BFL. Faudrait qu'il aille se battre contre ces gars-là bien établis. Puis
Il y en a beaucoup là-dedans, comme Hudson, comme Asensa, mais Asensa moins, là, parce qu'il n'y a pas la plus belle des fiches. Là. Je pense pas qu'il y ait dans l'UFC ni rien. Là. Mais mettons Scott Hudson, il y a beaucoup à perdre contre Mick Dufort. À 31, 32 ans, il tombera à 11-5 au lieu de genre 11-4, 12-4, qui est une belle fiche pour rentrer dans l'UFC. Fait que genre, c'est juste risqué pour le meilleur talent canadien de se battre contre Mick Dufort. Fait que ça fait pas à fil. Fait qu'il n'y a pas vraiment de combat. Fait qu'il se bat jamais. Basically. Dommage. Mais oui, c'est un des combattants les plus naturels que je connais. Genre. C'est un gars de sol, surtout? Ouais. Il a un très bon sol. C'est un gars, c'est un magicien au sol. Le gars, il n'a aucune calisse idée de ce qu'il fait, man. C'est un des gars les moins techniques que je connais parce qu'il connaît aucune technique. Il fait juste faire des choses puis ça marche. Le Mick Dufort, c'est le genre de gars qui va faire la mauvaise chose, genre, puis tu seras pas capable de le défendre. D'habitude, quand le gars fait cette affaire-là, tu le calisses dans la marde, genre. Mais Dufort, lui, fait juste le faire, puis ça marche. Puis t'es genre, ok, c'est bon. Tu sais, je le vois te taper des blagues. Tu sais, je roulais avec, là, genre, j'allais au H2O, on allait chez un genre de petit gym privé, là, il y a un de ses amis, un entrepôt de fruits et légumes, là, en tout cas, sa compagnie, là, puis il vend des fruits et légumes, puis il y a une grosse entrepôt, puis c'est fait dans un de ses bureaux, il y a une cage avec des maps de jiu dans la cage, puis lui, c'est une black belt Gracie Barra, puis on allait souvent rouler là, moi, Dufort, lui, puis Thierry Canville, puis il roule avec des black belts, mon gars, puis il se défend bien, man, puis dans le gym, il soumet des black, tu sais, les black belts qu'ils connaissent pas, là, il les soumet parce que son style est tellement bizarre qu'il est pogne dans une affaire qu'ils s'attendent vraiment pas, puis genre, en tout cas, fait quoi, vraiment un talent spécial. Son debout a beaucoup évolué. Aussi, il a fait une guerre de 5 rondes debout avec Jesse Ronson, ça a fini en décision partagée à 170 livres. Fait que c'est un bon fighter. Mais Oli Aubin, il va sûrement l'amener dans son... pas dans son training camp, là, mais ça va être son partner d'entraînement quand il va aller au PFL pour genre 3 semaines de quarantaine. Là. Puis il essaie de pousser pour que peut-être Dufort ait peut-être un opening dans PFL. Penses-tu que ce serait possible? Big, moi, n'importe quoi que pour Mick, c'est sûr que je vais être bien content. Tu sais, moi, Mick Dufort, faut que tu comprennes, Big, ça, ce gars-là, c'est, tu sais, quand tu parles de combattants professionnels d'MMA, Mick Dufort, c'est mon day one. Là. C'est lui. Ouais? Moi, je m'entraînais. C'est ton coin? Mais oui, il vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je m'entraînais avec lui à Saint-Jean. Là, j'ai commencé avec Mick Dufort. Okay. C'est mon ami depuis fucking longtemps. Je connais sa famille, je connais ses frères, je connais ses cousins, je connais tout le monde, le gros. Tu sais, lui, comme je dis tout à lui, Joe Vallée, puis Adam, c'est pas mal mes 3 day one. Là, puis à partir de là, j'ai été ami avec tous les autres. Mais moi, Mick Dufort, c'est mon boy, là, le gros. Là, c'est un de mes bons amis dans la vie. Là, en général, en dehors des arts martiaux. Là, fait que... Un what's up à Mick Dufort, man, puis je te souhaite un combat bientôt, mon gars. Mais oui. Sinon, Big, je pense que je te l'ai déjà demandé, ça, mais qu'est-ce qui fait que tu as appelé ton podcast le iPoke Podcast, man? Gros, les gens, man. Ah oui, t'avais fait un genre de sondage? J'ai un podcast avec Greg donnez-moi... Donnez-moi des idées. Moi, je pense que mon idée, c'est quoi? C'est-tu le coup de pied dans la face? Quoi de même? J'avais comme idée. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, là, iPoke podcast. J'étais là, holy shit, c'est malade. Puis là, puis le monde, c'est ça que j'ai fait un sondage, le monde préférait ça. Fait que c'est ça que j'ai pris comme nom. Va te crisser mon doigt dans l'œil. Mais penses-tu que. Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour les iPoke? Tu changerais-tu les gants, man? Ouh, je pense que ouais. Genre, tu pognerais ça à Whitman? Ben, j'ai testerais, là, du moins. Tu sais, je pense que ce qu'il faut vraiment qu'il arrive, ça soit que l'UFC choisisse des modèles de gants différents, puis qu'ils les fabriquent, puis qu'ils les envoient à leurs fighters. Puis que les fighters s'entraînent avec. Ouais, c'est vrai. Puis que les fighters donnent un feedback. Non, moi, je préfère lui, puis tu vas avec ce que le monde préfère, ce que le monde sont le plus confortable avec. Parce que ça, en MMA, ce qui est vraiment important, c'est que tu peux faire du grappling. Ouais. Donc, ton gant, il ne faut pas trop qu'il te curve parce que ça peut empêcher certains moves de grappling et tout, mais s'il te curve un peu comme... Là, ma caméra, je tape ça avec ma grosse caméra, là, je suis sur la webcam du laptop, fait que là, je suis comme un peu mélangé dans mon range. Tu sais, si ta main est juste comme un peu pliée comme ça par ton gant, c'est nice parce que quand t'es de même, tu as déjà une esti de bonne S-grip là, à la base. Là, fait que ça c'est bon, mais c'est important de checker. Mais je pense que oui, au niveau des gants, il faudrait qu'il y ait du changement parce que le gars du UFC, il est vraiment trop court, puis ça fait que les gars peuvent stick leur finger out vraiment. Puis je pense que, tu sais, autant là,
en ce moment, on est dans une discussion beaucoup par rapport aux règles, là, par rapport au coup, qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit légal, qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit illégal. Faut-tu revoir la règle des down d'opponent pour les coups de genoux puis les strikes, ces affaires-là. Moi, je pense que beaucoup de ces discussions-là sont un peu inutiles. Genre, tu sais, le down d'opponent, oui, là, on vient de voir 2 illegal knee en 2-4, mais ça faisait combien d'années qu'il n'y avait pas eu de combat arrêté à cause d'un illegal knee? Fait que là, oui, c'est un sujet d'actualité, mais est-ce que changer la règle, ça va vraiment amener de quoi? Ou ça va juste nous amener d'autres problèmes qu'on ne s'attend pas vraiment à ce que nous amène? Parce que, tu sais, gros, si tu acceptes les strikes à des downs d'opponent, là, quand quelqu'un va se faire sprawler, va manger des coups de genoux, là, c'est sur le top du crâne, là, puis ça va se nier dans la gueule, puis ça va se sucker kick, puis ça va... Puis moi, ça me dérange pas, mais il y a du monde qui vont checker ça à la TV, puis ils trouveront pas ça drôle partout, là, de voir un gars se faire stomper à coups de talon dans la face, là. Justement, Thierry Kenville, là, j'ai interviewé Yves Jabouin, il pas long, puis sur le fight, Yves Jabouin-Kenville, là, Jabouin, il te l'avait démoli, man, des coups de genoux dans la face, là, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Puis Jabouin était comme, ah ouais, je le regrettais un peu là, par après, là, parce que c'était intense, man. Mais tu sais, j'écoutais le podcast de Pat Côté avec Ben Baudouin, puis Pat Côté lui disait, yo, lui, il serait pour ça là, qu'on puisse nier des grounded opponents, puis tout, il dit, protégez-vous en tout temps, Chris, c'est une bataille, fait qu'on va éviter. C'est surtout que tu sais, t'as les gars, des fois, comme Algerman il avait fait, là, qui jouent avec ça, tu sais. Le gars, il est plus là pantoute, mais il se dit, ok, si j'ai mon genou à terre, au moins, je mangerai pas de coups à gueule, fait que tu sais, tu joues avec les lignes un peu, là, ça reste une bataille. Fait que moi, j'aurais tendance à dire tout est permis, là, sauf les eye gouge, puis même les headbutts, là, ça existait avant. Là. Ça, je suis moins down avec ça. Là, mais... moi, les headbutts, c'est parce... Tu sais, ce qui est pas légal, est-ce que c'est parce que c'est plus dommageable ou c'est juste parce que ça paraît mal? Je pense que c'est parce que ça paraît mal. Tu sais, ça passe. Si tu regardes, c'est déjà quand même violent l'MMA, puis c'est pas tout le monde qui est capable de regarder ça. Fait que donc, tu rajoutes du monde qui se stompe dans la face à grands coups de pied. Je le sais pas si, tu sais, c'est. Fait que, mais de l'autre côté, est-ce que c'est leur façon de se battre? Là, ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Est-ce que c'est plus dommageable ça que de manger un tibia flush dans la tête? Non. Pas nécessairement. Fait côté dommage, côté logiquement, je pense que ça pourrait tout être permis, mais il y a un autre côté où je comprends comme qu'on veut que la perception, que ça a l'air légitime. Tu ouvres la TV et tu vois un gars à terre et un autre qui se tombe dans la face à coups de talon. Ça n'a pas l'air d'un sport légitime. Là. Ça a l'air d'une bagarre de rue. Ça a l'air de quoi de vraiment ultra colissement trop violent. Fait que je peux comprendre. Mais d'un autre côté, je pense qu'à rendu en même temps, si t'en arrives là, le gros des coups de talon dans le front du gars qui est à terre, ça va être un TKO. Le combat va pas continuer. Ça durera pas. D'après moi, si encore, il sera pas 15 dans la face avant qu'on s'arrête ça. Les early stoppage restent d'être plus fréquents que les late stoppage. Mettons. Parce que pour faire un lien avec Aljo puis Peter Yan, là, c'était correct, là, moi je trouve. Là, c'était pas correct parce que c'est pas selon les lois, mais ça paraissait pas si pire, comme tu dis, qu'un tibia en face comme Kevin Lee avait fait sur Gillespie, justement, là, qui va se battre la semaine prochaine, je pense. Ben, en fin de semaine, Gillespie se bat. Pas demain. Après-demain. Puis j'ai vu justement, je sais pas si tu as vu, là, mais ça a passé, ça fait peut-être un bout, là, mais j'ai vu ça il y a pas long, puis Gillespie disait que il était bien plus stoked de s'être fait pincer comme ça par Kevin Lee que de s'être fait ground and pound pendant genre 3 rounds. Il dit au moins. Mais moi, c'est toujours ça. J'ai dit ça, genre, depuis le début, man. J'ai dit ça. C'est juste logique. Tu comprends? C'est juste un concept logique. Oui, ça paraît. Tu sais, un gars, il se fait éteindre. Là, un coup de tibia dans la face se fait éteindre raide. Il est raide comme une barre. Il a encore les mains de même. Ça paraît pas bien. Mais tu vas pas me faire croire que ça. C'est pire pour le cerveau que de manger la volée de ta vie pendant 25 minutes, genre sans arrêt, puis tu meurs jamais. Genre, c'est bien pire, man, parce que, genre, qu'est-ce qui est pire, un bon coup de pied ou 413 coups de poing? Penses-tu que Marcelo Rojo il aurait aimé mieux se faire pincer big time au début du 3e round au lieu de se faire... T'aimes toujours mieux de faire gros. Gavin Tucker, là. Il est stoke, là. Pas stoke, mais... Il a mangé un punch, là. Ouais, c'est ça. Un punch, là, il est bien moins magané que Marcelo Rojo, là. Crissement.
On s'entend. Puis, Physiquement, man, pour son cerveau, oui, c'est un gros impact, ça, c'est sûr, mais Marcelo Rojo, là, il a une coupe de pas pire impact. Surtout quand ça s'est allé au sol, puis que Charles t'a commencé à sauter dans la cage pour la Hammer Fist, puis tu as collé ça à ring sur le sol là, de façon brutale. Là. Il y a un bon reach, hein, Charles, quand même. Oui, il y a un bon reach. Il y a des longs bras. Son ground and pound est très, très, très violent, man. J'aimerais ça que Charles devienne un wrestler, moi. Je te le dis, j'aimerais ça. Ouais. Ça arrivera jamais, mais... Non, oublie ça. Tu penses quoi, man, de Sterling, le gros, là, parce que au début, fine, là, tu sais, Dana White, il donne la ceinture, il l'enlève, il fait ce qu'il avait à faire, il va faire son entrevue, c'est pas le même que je voulais gagner. Puis là, ça arrête plus, mon gars. Au début, c'était la photo avec son chum Merab Dvalishvili. Ouais. Puis ça, ok, fine, c'est Dvalishvili qui voulait qu'il apprenne, puis tout, puis c'est pas même pas Aljo qui l'a posté, mais là, ça arrête plus. Mon gars, là, il a pris une photo avec Sarah, là, il est de même. Il fait chier les haters parce que là, les Russes, le gros, ils arrêtent pas d'envoyer des DM, fait qu'il joue avec ça un peu, fine, mais comme, bro, là, je trouve que ça fait dur un peu son affaire. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, check. Moi, j'ai eu une couple de courants de pensée différents par rapport à ça, je te dirais. Au début, j'étais genre, non, il fait la bonne affaire. Et là, après, j'étais genre, non, j'aime pas. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé, je les ai une couple de place à photo avec Cejudo, là. Je suis big. Ouais. Ça, c'était genre, c'était-tu le soir du combat? Oh, c'était juste après le combat. À l'hôtel. Tu peux pas faire ça parce que, d'un, c'est. Tout le monde le sait que tu n'as pas légitimement gagné la belt. Oui, tu as gagné la belt, puis tu méritais de gagner la belt parce que l'autre méritait de se faire DQ parce qu'il t'a pogné la tête à deux mains pendant que tu avais un genou à terre, puis il t'a collé un des pires coups de genou illégaux que j'ai vu de toute ma vie dans Tu comprends? Fait que il mérite absolument son win, mérite d'être le champion. Où le monde dit la ceinture ne devrait pas changer de main sur une DQ. Là. De un, on n'est pas au pro wrestling. Puis de deux, là, à chaque fois que tu es dans un title fight et que tu es sûr que tu le perds, c'est quoi? Tu calisses le coup le plus illégal possible à la personne pour te faire DQ, pour ne pas perdre ta belt, genre. Ouais. Tu peux pas faire ça. Là, tu comprends? Tu peux juste pas faire ça. Ouais. Fait que, mérite d'être champion puis tout. Mais est-ce que tu es... Le fait qu'il y ait paradé un peu avec la ceinture, puis tout le comprend que sa famille voulait faire le party un peu, puis que ses partenaires voulaient une photo avec lui parce que Chris, c'est ton partenaire, puis il est devenu champion, peu importe de la manière qu'il est devenu champion. Mais Cejudo, j'aime pas la photo avec Cejudo parce que Sterling, c'est le gars qui a dit que le mec qui gagne cette belt-là, il allait affronter le number one contender, il allait remettre l'ordre normal des choses dans la division. Puis là, il gagne la belt de façon non légitime, puis il va faire genre un face-to-face avec Cejudo, comme s'il voulait faire un super fight avec Cejudo qui est entre guillemets retired, même si on s'entend que c'est le gars le moins retired dans tous les gars retired. Là. S'il y en a un qui est pas retired pantoute, c'est Henry Cejudo. Là. Mais bref. Il va faire le face-off avec comme s'il allait faire un super fight. Quand t'es le gars qui dit « Oh non, moi je vais affronter le number one contender », genre non, ta gueule, tu te rebats contre Yann, puis si tu le bats, tu te rebats contre Corey Sandhagen parce que c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Il n'y a pas de Henry Cejudo, il n'y a pas de Jose Aldo, puis il n'y a pas de Uriah Faber. Là. Non. Vrai? Fait que ça m'a gossé. Puis là, après, je le vois justement faire son vidéo là, de je devrais pas poser avec la belt, les haters. Puis là, après, il met la belt, puis il se met à les troller, puis tout. Ouais. Puis là, à ce moment-là, que je me dis que, dans le fond, je pense pas qu'il fait ça parce qu'il est vraiment fier d'avoir gagné la belt. Je pense juste qu'il a compris une manière de continuer à faire parler de lui. Mm-hmm. Puis c'était de troller avec la belt. Fait qu'il fait juste troller avec la belt. Ouais. À ce moment-ci, c'est ça que je pense. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais ça paraît pas bien, là. Non, ça paraît pas bien, mais Big King of Cringe, là, il fait parler de lui. Il fait parler de lui encore resté aujourd'hui. Puis tout le monde l'aime pas. Hein? Tout le monde a envie qu'il se fasse péter à gueule. Tout le monde dit donne sa gueule, le King of Cringe, mais le monde parle de lui. Ah ouais. Mais qu'est-ce que ça calisse qu'on parle de lui? Ça, il fait pas plus d'argent parce qu'on parle de lui, là. Non, mais Aljo, il est actif, lui. Fait que tu comprends que le rematch avec Peter Yan, plus qu'Aljo fait parler de lui, plus qu'il y a de monde qui ont envie qu'Aljo se fasse péter à gueule dans ce rematch-là. Ce qui va arriver, le gros. Ouais, probablement. Fort probablement. Ouais. Plus que ça attire des yeux sur ce combat-là, puis lui, il est rendu champion, fait qu'il fait une paye de champion, il fait une cote de ses pay-per-view. Penses-tu que l'UFC aime ça qu'il fasse ça, même? Il sait probablement qu'il ne gagnera pas la belt. Fait qu'il sait que c'est son payday là. Fait qu'il faut qu'il mette le plus de yeux possible sur ce combat-là contre Peter Yan. Puis il est en train de faire tout en son moyen pour que ça arrive. Fait que je suis down avec ce qu'il fait en ce moment. Est-ce que l'UFC aime ça? Oui. Mais oui, l'UFC aime ça, gros. Qu'est-ce que tu penses? L'UFC, le gros, là, il aime tout, là.
Ah, Connor a lancé un dolly, c'est un des moments les plus horribles de l'histoire du sport, ça n'a pas d'allure, puis après, c'est que ça, la promotion du combat. Puis après, oh non, Khabib, il a pas à cash, ils se sont battus après le combat, c'est inacceptable, nanana, puis c'est que ça, genre, le build-up du combat. C'est tellement inacceptable, qu'il rencontre Khabib 2 fois par semaine, puis qu'il paye un lunch, calice, pour essayer de le convaincre à chaque fois de se rebattre, parce qu'il veut à tout prix, puis il va tout faire en son pouvoir pour faire un deuxième combat entre McGregor et Khabib. Genre, même si McGregor perd encore contre Poirier, gros, je te le dis, il va tout faire, il va te le mettre contre un jambon qui gagne, juste dire, check your win, title shot, mon Connor, let's go, je te le dis, ils vont tout faire pour que ce combat-là arrive. Fait que non, c'est sûr qu'ils aiment ça, ce que Al Joe fait, là, puis ils vont dire de quoi publiquement, peut-être, mais probablement même pas, là. Mais tu sais, il faut que tu t'entendes ce que Dana dit publiquement, puis ce que Dana pense, puis ce que Dana fait, là. Si tu écoutes quelque chose que Dana White dit, puis tu prends ça pour du cash, là, Big, tu n'écoutes pas la MMA depuis assez longtemps, là, parce qu'on s'entend que quand Dana White dit quelque chose, il faut que tu prennes le contraire, puis tu assumes que c'est ça qui va arriver, là. Complètement, mon Big, man. Pour revenir sur le high poke, t'as-tu vu Barrio, man, qui s'est fait high poke big time par Rumble, ouais. Ouais, tabarnak, le gros, man, c'était du solide, là, son histoire, là. C'est un bon high poker. Il est réputé pour ses high poke, hein, Rumble? La division 205 livres, là, on s'entend qu'on a certains des meilleurs high poker de l'histoire, là. Tu sais, John Jones, c'est la légende ultime du high poke, on s'entend. Daniel Cormier, très bon high poker, là. Je me rappelle pas un combat de Daniel Cormier qui a pas soit mangé un bon high poke, donné un bon high poke, ou les deux quand tu checkes son combat de trilogie avec Stipe, là. Fait que, ouais. Pas le fun de te faire high poke de même, mais c'est à 2-3 semaines de ton combat, hein? Non, c'est sûr, mais c'est un peu ça qui arrive dans les arts martiaux mixtes, hein? Ouais, fait partie de la game, man. Surtout quand t'es dans un Shark Tank de mongol comme dans le Sanford MMA, là. Ah, il a sûrement rarement vu ça, man, Barrio, man. Je t'ai entendu dire souvent, tu sais, le Patnode, oui, c'est de la très haute gamme en termes de training camp et tout, mais là, c'est quand même un autre niveau, là. Ouais, ben c'est complètement différent aussi, là. On s'entend, Patnode, c'est plus homegrown. Genre, tu sais, Patnode, c'est un excellent gym parce que Sifu Pat, c'est un excellent coach qui connaît vraiment bien ses arts martiaux et il est avec ses fighters depuis très, très, très longtemps. Tu sais, Barrios, il a commencé à s'entraîner en arts martiaux chez Patnode. Même affaire pour Julien, même affaire pour Dave, même affaire pour Isaac, même affaire pour Serge, même affaire pour Mathieu Charette, même affaire pour Cédric Mongeon. Fait que Sifu, il connaît ses fighters comme le fond de sa poche parce que c'est son coach depuis qu'ils sont tout jeunes. Fait que ça fait une atmosphère. Là, tu sais, Marc-André, oui, il est au Sanford MMA, puis il s'entraîne avec Rumble, puis il y a Kamaru dans un coin du gym, puis il y a Gilbert Burns dans l'autre coin du gym, puis il y a tous les combattants du monde de l'UFC puis de Bellator ou presque qui existent, qui sont là, puis t'as tout le monde aussi qui débarque là comme Barrio, mais comme t'as Yann Heinisch, tout qui est là en ce moment, parce que il y a plein de places que c'est encore fermé, puis en Floride, ça roule à pleine capacité, fait que tout le monde des États-Unis ou presque, ou dans le monde, débarque en Floride pour s'entraîner en Floride en ce moment, parce que c'est free, tu sais, pas de restrictions, pas rien. Mais. Tu dois faire la palette, hein, le Sanford en ce moment. Oui, c'est sûr. Mais, tu sais, gros, on s'entend que Marc-André, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de coaching one-on-one. Tu sais, vers des cours de groupe, fait des drills, puis il apprend de Rumble, il apprend des fighters avec qui s'entraînent. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de one-on-one avec Henry Hooft? Est-ce que, tu sais, Henry Hooft ne sera pas dans son coin, là, on s'entend? Là, ça va être Sifu dans son coin, ça va être Julien dans son coin. Lui, il est comme dans un gym qui est un gros Shark Tank où il s'entraîne avec beaucoup de gens. Puis ça, c'est bon parce que tu apprends de ces gens-là, mais c'est aussi bon d'avoir ton gym avec ton coach qui te connaît, qui sait comment faire un game plan pour toi, puis qui sait comment tu réagis à telle situation, puis comment tu réagis à telle situation, puis qui va être capable de, si cette situation-là arrive, tu vas dire, oh non, là, Marc-André, telle affaire arrive, fait qu'il faut que tu fasses telle affaire parce qu'il te connaît, puis il sait que c'est telle affaire que toi, il faut que tu fasses spécialement pour réussir dans cette situation-là. Yes. Parce que tout est. Chaque personne a son style, chaque personne a sa manière de faire les choses. Puis oui, il y a des techniques, mais tu sais, moi, mettons, là, si quelqu'un prend mon dos en jiu, je vais sortir d'une manière. Mais peut-être que l'autre personne va sortir d'une autre manière que moi parce que c'est cette manière-là qui va mieux pour lui. Mais il n'y a aucune
technique est vraiment meilleure que l'autre. C'est juste si cette technique-là marche mieux pour toi, t'apprends, puis ça marche moins bien pour toi, ben, t'as laisses tomber un peu, puis tu fais d'autres choses, tu sais. Fait que s'il faut, lui, il sait c'est quoi les techniques, les choses que Marc-André a à faire pour gagner ses combats. Les autres, ils travaillent pas trop là-dessus. Au Sanford, ils se Ben, tu concentrent sais, pas comme au ça. Sanford, c'est sûrement que justement Henry Oof, puis tous les coachs qu'il y a là-bas, Craig Jones, tout ça, ils font plus de one-on-one avec les fighters. Tu sais, il y en a là, des Day One. Là, justement, Rumble, Gilbert, Kamaru, c'est tous des gars qui ont appris à striker avec Henry Oof. Des gars qui sont là depuis toujours. Fait que c'est sûr que ces gens-là ont probablement plus une attention particulière one-on-one de leur entraîneur. Mais c'est normal non plus qu'Henry Oof passe pas fucking gros de temps one-on-one avec Barrio, qui est même pas vraiment un gars de son gym, là, qui est un gars qui est on visite, qui est là pour un training camp. Puis tu sais, les gyms, of course, ils ouvrent leurs portes parce que c'est bon pour les gars locaux aussi d'avoir d'autres mondes. Parce que, tu sais, genre, mettons justement, tu pognes Ousmane puis Burns, puis Chandler. Puis ces gens-là sont habitués de s'entraîner ensemble. Ils s'entraînent ensemble depuis 15 ans. C'est bon pour eux d'avoir, mettons, un 170 autres qui arrivent, même si c'est pas un des top 5 au monde, même si c'est juste Julien Leblanc ou Marc-André Barrio. C'est bon pour eux d'avoir quelqu'un de différent qui va leur faire vivre de quoi de différent en training, en sparring. Fait que, c'est juste bon pour tout le monde là, que ça arrive. Mais c'est bon, ça va être bon aussi pour Barrio de se retrouver la Fight Week à Vegas avec Ju, avec Sifu. Puis vraiment se mettre dans un mode puis avoir justement pas du gros training hard là, mais genre les derniers entraînements, faire des pads, faire des affaires plus spécifiques par rapport au game plan du combat, que ça va tout être Sifu là, qui va vraiment s'occuper de ça. En termes de fighting, là, son plus grand accomplissement à Sifu Pat, dirais-tu que c'est d'avoir monté Dave Leduc champion de l'Atway? Oui, mais big, genre le plus grand accomplissement, c'est lui, puis ses beaux-frères, puis la famille Patnaud, de juste gros avoir monté Patnaud dans martiaux, que ça a commencé, tu sais, oui, Gatineau, Ottawa, puis fucking... Il y en a un en face de chez nous, sur Saint-Denis, à Montréal. Ouais, c'est ça, mais puis pourquoi j'oublie le nom là, de la petite ville là, où ils vont tout le temps s'entraîner, là, mais c'est comme le dojo... ouais. C'est pas à Ottawa? Non, c'est pas loin, là. C'est calice. Je vais le trouver, mais... Mais c'est sûr que oui, son accomplissement, c'est plus ça, mais je veux dire, en termes de fighter, là, avoir monté un fighter, c'est Dave qui est vraiment son plus grand champion, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Mais d'avoir monté Barrio à l'UFC, c'est quand même très solide aussi. En effet. Mais non, je pense un autre de ces fighters à l'UFC? Non. Isaac, c'est peut-être un des bons prospects qu'il y a. Isaac, Serge sont vraiment assez exceptionnels, en effet. Mais, tu sais, pour l'instant, ses plus grands accomplissements, ça reste genre Barrio, Dave puis Ju. C'est la plus vieille garde. Tu sais, t'as d'autres fighters, genre Mathieu Charette, genre Cédric Mongeon, mais ça, c'est des gars qui, oui, ils se battaient plus jeunes, puis tout, Guillaume Poulain aussi, notamment. Mais, tu sais, Charette, il y a une compagnie de toiture, il y a une famille. Cédric Mongeon travaille genre au Parlement, là, je pense que c'est comme sécurité ou quelque chose. Une crise de bonne job au Parlement à Ottawa. Là. Fait que c'est des gars qui font partie de l'équipe, mais qui n'ont pas vraiment développé. Tu sais, oui, ils vont se battre pro, mettons qu'il y a un show au Québec, puis ils ont le temps de s'entraîner. Ils vont le faire parce que c'est des fighters, mais c'est pas des gens que, tu sais, Cédric Mongeon n'essaiera jamais d'aller au UFC, là, ni même ailleurs que dans un show local au Québec, si la chance arrive, là. Fait que c'est sûr que oui, les plus grands accomplissements de Sifu Pat, c'est probablement en ce moment Dave, puis Barrio, puis Ju, qui va sûrement se battre dans pas long. Là. Ouais, LFA. Lui, c'est déjà battu au BFL, hein, Julien? Non, ça avait chié. Ah oui, c'était son style d'affaires d'avion en retard, puis tout, là. Ouais. Mais ouais, il va y avoir un fight au LFA, man, Julien? Ouais. Sick! Il t'a dit ça, man? Ouais, ben il a posté ça là, sur son Facebook. Jeremy il a trouvé un contrat avec Jeremy Rubin, là, il a trouvé un contrat avec LFA, puis ça va être, dans les prochains événements, là, il attend un adversaire puis tout, là, mais c'est comme ça. Tu sais, LFA, gros. C'est comme si FFC, là, tu prends c'est tous des bons prospects qui sont là, fait qu'il n'y a pas de question vraiment de pick tes match-ups, t'es rien là, tu prends le gars qui te donne, puis tu me d'ailleurs. C'est un welter, hein, Julien?
Jay, c'est plus un middleweight. Ah ouais? Comme Barrio. Il avait essayé de se battre à welterweight et ça y avait petit gros. Il a tout donné à peser. Là. Genre littéralement tout donné à peser. Gros, là. Fait qu'arrivé au combat, il manquait de jus. C'est vraiment. Gros, il était pas lui-même. Il était pas capable de. Gros, il s'est battu contre Damien Lapillus qui est un 155 livres. Oh. Puis il s'est fait takedown le gros à répétition. S'est fait complètement dominer. Là. C'était genre même pas proche. Là. On lui souhaite bonne chance, en tout cas, au LFA. J'ai hâte en crise de voir ça, man. Sinon, j'ai vu sur The MMA Talk que t'as dit qu'il y a un gala BFL là, demain. Premier gala canadien depuis un petit bout. Yup, ben c'est la semaine passée le premier gala BFL, le premier gala canadien depuis un petit bout. C'était le Rise FC 6 où il y a eu peu de combats, je te dirais. Là. Il y a eu peu de combats, mais c'était quand même une bonne carte. Ça a été enjoyable. Il y avait The Main Event, Elias Theodorou, qui se battait. C'était son premier combat où il avait officiellement reçu une exemption thérapeutique pour le cannabis de la part de la commission athlétique du BC. Là. Tu parles d'une commission athlétique genre qui est plus permissive que celle du BC en matière de pot, là, mais on s'entend, le BC sont des années-lumière en avant de tout le monde là, en termes de cannabis. Là. Mais fait que dans le fond, c'était la première fois en Amérique du Nord qu'il y avait un athlète d'MMA qui pouvait se battre en ayant du cannabis dans son système. Fait que basically, Elias, il a eu le droit d'aller se fumer un gros crise de pétard juste avant son fight. Là. Puis il se battait contre. Ça peut l'aider? Ben, gros, oui, man. J'aurais pas pensé le contraire, man. Ben oui, la personne qui fume pas tant que ça pourrait penser le contraire. Mais toi pis moi, gros, on le sait que, tu sais, gros, moi, je fume avant toutes mes cours de jiu, je fume avant mes compétitions de jiu, puis ça n'a jamais affecté mes performances parce que mais juste de jiu, c'est sûr, mais MMA, le gros? Ben, gros, je sais pas, man. Si j'étais, genre, mes premiers cours de jiu, j'avais de la misère, puis je me disais, oh, je sais pas si c'est parce que je fume avant, puis j'ai essayé de pas fumer avant, puis j'avais autant de la misère parce que j'étais pas habitué à avoir un cardio de jiu. Tu sais, moi, j'étais habitué de fumer. Fait que si je fume puis je vais courir pendant 2 heures, là, j'aurais pas de la misère parce que j'ai fumé. J'aurais de la misère parce que je suis pas habitué de courir pendant 2 heures. C'est vrai. Tu comprends? Fait que lui, Elias, là, c'est un stoner, là, ce gars-là. Là, ça se réveille le matin, ça chill. C'est 100% du temps, là. C'est un vrai... Il a sparé chiller en estime. Oh, et lui, il se fume des battes avant toutes ses pratiques. Fait que s'il fume un bat avant son combat, s'il s'est entraîné bien buzzé tout le long, ça change absolument rien parce qu'il est habitué, genre. Ouais, c'est pas comme si c'était un gars qui fumait une fois de temps en temps puis qui disait, je vais essayer ça avant un fight. Ouais, fumer un gros pétard avant mon fight, là, il arrive là, givré raide pour être son temps de réaction, là. Ouais, exact. Bon, mais Chris, Charlotte à Elias, même, qui fait avancer la science, Carlis. Hey, c'est quoi? Castleman, le gros. C'est le nom de la ville, ça? La ville du dojo, là, Patnaud, là, c'est Castleman en Ontario. J'étais là sur Google Maps à essayer de le retrouver, là, tabarnak. Je peux pas, gros, je le sais. Si je passe à tous les fois que je vais à Gatineau, je passe là. Fait que c'est sur UFC Fight Pass, le BFL demain, ouais, c'est sur UFC Fight Pass. C'est une carte pro au grand complet. Puis c'est quand même excitant. Le main event de la soirée, c'est un combat de championnat lightweight. C'est Achilles Estremadura qui affronte Curtis Demars. Achilles, il est 6-0. C'est un des bons prospects canadiens. Probablement un des prochains à signer avec l'UFC. Ça prendrait peut-être plus de combats, mais le gars, il est prêt. Un style à la Aaron Jeffrey, un peu. Là, genre, il aime bien gros ça, là, coller son adversaire dans la cage puis être vraiment très, très grinder. À partir de là, il est capable de chercher des takedowns. Il a une bonne submission game. Sinon, son style debout il est différent de Jeffrey. Jeffrey, il aime plus genre rentrer dans le pocket puis essayer de lander du power. Achilles, il est plus long. Là. C'est un gars qui est plus va travailler derrière son jab. Mais en tout cas, très bon prospect. Un gars de Checkmat Vancouver qui est comme probablement un des meilleurs gyms au Canada là, de loin avec Tristan Connolly, Austin Ryan, là, puis quasiment les bons jeunes là, qui pop de là. Donc, il va être le favori dans ce combat-là contre Demars, qui est le vétéran. Demars, c'est une fiche de 18-15, qui n'est pas une très belle fiche. Mais gros, si tu checkes sa fiche-là, le nombre de split decisions que ce gars-là a perdu, c'est dégueulasse. Okay. Puis, genre, c'est le genre de gars qui va pogner un fight à 1 week's notice, pas chez eux.
Ça, c'est un gars de l'Alberta. C'est un grand chum à mon boy Jesse Arnett. J'ai chillé avec quand que le TKO était à Gatineau. Là, Demers était là pour on a chillé ensemble là, quasiment toute la semaine. Genre, bon Chris de redneck de l'Alberta qui s'en collait sans tabarnak. Mais c'est un de ses plus gros problèmes. Le gars va débarquer dans une autre province à 1 semaine, 2 semaines de préavis. On va faire un esti de combat serré, mais on s'entend que il y a du home cooking là, dans le judging là, souvent. Là. Puis, un combat serré, tu comme donne ça au gars local. Fait que Demers finit par tout perdre ces crises de combat-là. Là. Mais, c'est un bon fighter, man, bon vétéran. Il sera pas favori, évidemment, dans ce combat-là parce qu'il est pas chez eux. Puis, Akeli, c'est un top prospect. Mais, c'est quand même un bon main event. Ensuite, il y a un combat de championnat heavyweight. Caio Machado, qui est un Brésilien, mais qui habite ici au Canada, qui habite à Vancouver. C'est le champion heavyweight, il a une fiche de 3 victoires, 1 défaite avec 1 draw. Puis il affronte Lee Main, l'unique Lee Main, qui est 11-14, qui a genre 5 ans. Il a 50 ans. Mais Lee Main, c'est le père à Jordan Main. Puis, qui se bat aussi. Qui se bat aussi, qui est à l'UFC puis tout. Puis, tu sais, Lee Main, malgré le fait qu'il est 11-14, je pense qu'il a 50 ans, je pense qu'il est sur une séquence de victoires. Il a gagné ses 2 derniers combats. Il a gagné 5 de ses 6 derniers combats. Tu sais, il y a un Ezekiel Choke au premier round, un arm lock, des Kimura. Fait que c'est un heavyweight submission artist, mais de soumission weird, de gros gars forts. Tu sais, des hammerlocks, des Americana, des astuces d'affaires bizarres. Puis, c'est un style qui va être tricky, là. Tu comprends? Même si Machado, là, il y a 5 combats pro. Là. Fait que tu comprends que Lee Main va être tricky pour lui. Ouais. Genre, de n'importe quelle manière que tu vois ça. Fait que je trouve que c'est un bon combat, étant donné les circonstances. Ensuite, on a ce qui est selon moi le combat de la soirée, Dario Sinagoga contre Craig Shintani. Sinagoga est juste 3-0. C'est un gars qui vient de l'Irlande, qui habite à Vancouver, qui est très, très, très complet. Genre, bon ground game, bon stand-up, fait tout bien. Était un bon gym là avec, un bon prospect. Puis Craig Shintani, c'est un des meilleurs lightweight au Canada, tout simplement. Fiche de 9-3, roule sa bosse depuis longtemps. Un gars qui est à 1 ou 2 victoires, d'après moi, de 2 bonnes victoires impressionnantes, puis pourrait avoir une shot au contender ou se battre dans l'UFC ou quelque chose comme ça. Fait que, c'est un des bons prospects, Sinagoga, mais il y a vraiment un hostie là, de commande devant lui. Là. Craig Shintani, c'est un gars qui est élite, selon moi. Là, au Canada, à 155 livres, c'est un gars qui est élite. Puis, on a un autre duel que... on a une couple de crises de bon fait, en fait. Keenan Keller, Kyron Cameron. C'est à 170 livres. Keller, 2-0, c'est un bon prospect de l'Ouest. Kyron Cameron, c'est un nasty de machine, ce gars-là. Il s'entraîne en Ontario, Parabellum. Fait que là, il doit être genre Niagara Top Team, au BTC, quelque chose de même. Il est 4-0. C'est un gars qui a commencé en même temps que Yohan. Il n'a pas réussi à keep up là, pendant le COVID puis tout, mais si tu checkais les 2 gars aller, puis t'es là, ces 2 gars-là, ils vont se battre là, au Canada, puis ça va être un bon fight. 4-0, Kyron Cameron contre Yohan quand il était 4-0. Je le sais pas, j'aurais piqué qui dans ce fight-là. Cameron, c'est un sérieux prospect au Canada. Je pense qu'il va sûrement être favori ici. Puis c'est un gars que j'aime voir se battre, là, tout simplement, parce qu'il est très bon. Puis ensuite, un autre combat bantamweight, c'est Ali Wazuk contre Craig McLean. Ali Wazuk qui est 3-1, c'est un prospect qui a commencé là, 1 an et demi, 2 ans à peu près sa carrière, je te dirais. Okay. Puis qui est un gars de Vancouver avec un gars de la place. C'est Craig McLean qui est un gars des Maritimes, qui est 5-3, qui est un champion dans une coupe de... Je pense qu'il était champion Rise FC. Pas de même, fait que un 5-3, mais qui a déjà affronté là, du monde élite, qui est probablement un des 10-15 meilleurs bantamweight au pays. Fait que c'est tout un gros fight. Il y a une couple de gars qui font leur début pro. Là. Il y a Gio Platon que j'ai hâte de voir parce qu'il devait se battre contre Isaac Blais, ça n'avait pas marché finalement, mais le fait qu'il matchait Gio Platon contre Isaac Blais à son premier combat pro, ça veut dire que Gio doit être assez bon. On s'entend parce qu'Isaac, ces 2 combats pro qu'il a déjà fait son nom là, en tant que top prospect. Nice. De mettre Gio contre lui, ça veut dire que Gio, c'est un bon prospect. Il affronte Tyler Nicholson qui est un bon combattant debout. Il manque peut-être le sol pour aller avec, là. Mais il y a ça. Sinon, il y a un autre gars que j'essaierai même pas de prononcer son nom parce que, gros, ça se prononce. Ça s'écrit H-R-Y-S-H-C-H-U-K.
Fait que, en tout cas, moi, je ne m'asseye pas, là. Mais ce dude-là fait ses débuts pro à 185 livres contre Drayton Angus. Drayton Angus, c'est le jobber middleweight par excellence au Canada, là. Fiche de 7 victoires, 10 défaites. Il est tout le temps là pour se faire knocker, se faire soumettre par quelqu'un au premier round. Fait que, let's go, Drayton, fais ce que t'as à faire. Puis on a un autre dude d'origine indienne, I guess. Là, je veux pas trop prendre de guess, mais le gars, il s'appelle Indrup Virk. Puis il affronte Matt Dawson à 125 livres. Matt Dawson qui est 2-0, puis qui est bon, man, puis qui est game, puis qui est tout le temps là pour se battre. Fait que, Flyweight. Ouais, belle carte pour vrai de BFL qui... ça paraît là, qu'ils mettent le tout pour le tout. Là, commence sur Fight Pass, vont nous montrer des gros événements. Là, je pense que c'est une promotion qui est établie. Là, c'est le 66e événement là, de BFL. Là, c'est des promotions avec Unified, là, c'est une des promotions les plus établies au Canada. Mais souvent, qui nous montraient des cartes avec genre 2-3 combats pro, 3-4 combats amateurs, puis des affaires de même. Là, je pense qu'avec le deal Fight Pass, ils vont vraiment step up. Ils vont peut-être continuer à faire des combats amateurs parce qu'il y avait un bon système amateur que justement, tu as les Gio Platon, les Ali Wassouk, ces gars-là qui se battaient amateurs, sont devenus champions amateurs pour BFL. Il y avait 10-12 combats amateurs, puis ils font le saut chez les pros. C'est du monde que sont déjà connus au BC à cause de leur combat amateur pour BFL. C'est quand même un bon modèle, mais ils vont nous sortir vraiment des gros events avec beaucoup de combats pro. Puis les combats amateurs qu'on va voir, ça va être genre les meilleurs amateurs, là, les gars qu'on va voir prochainement commencer pro pour cette promotion-là. Fait que je suis vraiment, vraiment excité là, pour BFL. Genre vraiment. That's it, big. Il faudrait que tu sois le dude francophone de BFL, mon gars, man. T'as de l'air... Le commentateur, c'est un Québécois, man. C'est David Perron, man. Le joueur de hockey? Non. Le fighter MMA québécois qui a déménagé dans l'Ouest canadien, ancien champion BFL, David Perron, man. David Showtime Perron, DSP, notre boy. J'ai déjà reçu sur le podcast là, à plusieurs occasions, justement, pour parler de certaines cartes BFL puis tout. OK. Je vais être stoked de l'entendre en commentary. Là, je sais pas si tu as vu, mais... MVP Rog et Oli Aubin, ils ont parlé de toi la dernière fois là, sur le podcast. Là. Ils sont bien chauds de t'avoir bientôt man, sur leur culturé des MMA ou sur le Oli Gangster podcast. Là. Fait que, j'attends l'invite, man. J'ai pas checké encore. Je vais dire, j'étais un peu en retard sur leur podcast à eux. Là. Je suis comme une couple d'épisodes de retard. Là, fait que j'essaie quand je cours à la job, là, je calisse ça. Puis j'écoute Oli et Rush dire de la merde. Mais je suis content de voir qu'ils veulent me recevoir dans pas long, man. Je sais pas s'ils vont me parler de Xavier Alaoui. Qui se bat samedi matin, je pense. Écoute, ça se peut, man. J'ai pas vu ça passer sur ma page. Avec notre chum Corinne Laframboise aussi. Ouais, les deux fighters québécois qui m'aiment le plus. Faire un quick retour, man, sur notre boy Jourdain, man, qui a eu une performance extraordinaire, man. On a fait un petit un post. Toi, t'as fait un live, puis je t'ai rejoint après le combat. Là. J'invite les gens à aller regarder ça. C'était super cool, man. Yeah. Tout un fight, man, de Jourdain là, qui a fait un slow start. Ça nous stressait un peu. Puis moi, j'ai pas vu, man. T'as-tu vu, toi, entre le 2 et le 3, quand il a dit hey, moi, je veux être champion, puis tout? Ouais, j'ai réécouté sur Fight Pass. Je voulais entendre ce qu'il se disait dans les coins. Ouais. Gros, son mindset est assez... C'est en français ou en anglais? Non, il le dit en anglais parce que Fabio, il parle en anglais parce qu'il est meilleur en anglais. Là. OK. Mais écoute. Sale performance, man. Ouais, puis c'est bon de voir qu'il est comme... Il est self-aware, genre. Parce que des fois, tu as des combats que nous autres, on regarde ça, puis on a vraiment un œil extérieur sur justement le combat, puis ce qui est en train d'arriver. Puis c'est plus facile d'avoir de la clarté, genre. Tu comprends? Que quand t'es dans le combat, quand t'es dans l'action, que qui a gagné les 2 premiers rounds de ce fight-là? Là, aujourd'hui, on le sait parce qu'on a vu les scorecards par après, puis tout, mais c'est le coup, man. Tu sais, Ro a eu beaucoup de succès au 2e round, puis oui, Charles, un moment donné, il a landé une bonne droite, puis il s'est mis à take over le 2e round, mais c'était vraiment 50-50, ce round-là. Puis oui, je pense qu'au final, Charles a landé le meilleur coup. Mais gros, on s'entend que on a vu 2 mauvaises décisions là, sur cette carte-là. La décision Casey Kenny, JJ Aldridge, d'après moi, c'est pas la bonne personne qui a gagné. Puis encore pire, c'est Manel Cap qui a perdu contre Nicolas. Le Manel Cap a absolument gagné ce combat-là, selon moi. Ah ouais, donc, on s'entend que ça aurait été très possible là, que 2 des juges aient décidé que Roho gagnait 2 rounds à 0. Là. Tu comprends? Ouais, facilement. Fait que le fait justement que Fabio il dit dans le coin, il a dit c'est soit 1 ou 2-0 pour lui, ce combat-là, mais je le sais pas.
Je le sais pas. Charles, il a dit, ah, gros, je veux être champion du monde, là, puis je vais finir ce combat-là. Je m'en vais là, puis je vais. Tu sais, gros, third round, Jourdain, là, c'est rendu. On a des personnages mythiques en MMA, là, genre Motivated McGregor, man. Undefeated O'Malley. Ouais, mentally undefeated O'Malley. Ben, il va falloir mettre un C-level Kane. Sea-level Kane, là, ça, c'est un monstre, là, gros. Si tu l'amènes en altitude, ça va moins bien, mais Sea-level Kane, là, oublie ça. Mais là, il faut pas qu'on rajoute third round Jourdain, là, à ça, là, parce que third round Jourdain, man, ses 2 derniers combats, dans ses 3 derniers combats, dans presque tous ses combats, en fait, là, contre Desmond Green, c'est là qu'il a rendu ça fucking serré, man, sur le 3e round. Ah, il y a juste contre Feely qui a peut-être pas gagné le 3e round. Mais tu sais, André Feely, man. À cause des takedowns. On s'entend qu'André Feely, c'est un top 15 fighter. Là. Ah ouais? Ben gros, s'il n'est pas 15e, il est 16e. Là. Ouais. Oh, je vois qu'est-ce que tu veux dire. C'est parce que Mitchell est rendu 15e parce qu'il l'a battu. Là. Ouais, exact. Ouais, t'as bien raison. C'était le. J'ai bien hâte de le revoir, le petit Bryce Mitchell, justement. Ça fait un bout, mais il s'était blessé dans son fight contre Philly. Fait que... Ouais, exact. Mais fait que non, c'est ça. Fait que third round Jordan, c'est rendu quelque chose. Là. Ouais. Fait que, puis, man, c'était une magnifique performance. Ça m'a fait penser à un Cub, à un cowboy, tu sais, quelqu'un qui slow start, mais quand il trouve l'affaire qui marche bien, là, qui réussit à l'exploiter, puis à travailler, tu sais, à bâtir alentour de ça. Pas juste, tel strike marche, fait que je vais spammer tel strike, là, comme si je joue au PlayStation, puis je fais, tu sais, tu comprends? Il est genre, telle affaire, ça marche, fait que là, il l'essaye, puis là, il fait des affaires alentour de ça. Il va genre, utiliser ce strike-là pour lander une combinaison, ou feinter ce strike-là pour lander d'autres choses, ou mettre ce strike-là dans le milieu de sa combinaison, ou à la fin de sa combinaison, ou au début de sa combinaison. Fait que, tu sais, plein d'affaires différentes, mais avec l'affaire qui marche pour faire qu'à la fin, comme c'est une petite tornade, puis son adversaire, il est genre, bon, ben... je pense que je vais me faire finir, les boys. Ouais, c'était le diable de Tasmanie, mon gars, même quand il l'a pris dans le clinch puis il a envoyé des uppercuts, là, oh my god, ça rentre au poste. Ouais, il était plus capable Rojo, là, parce que quand il est tombé, là, c'était pas les coups les plus percutants qu'il avait mangé au 3e round, là, il était juste plus capable. Ouais, puis je veux donner un shout-out à Cyril Robert, qui est vraiment très underrated, comme genre mind là, de MMA, puis je suis content que Charles se remette à beaucoup travailler avec lui. Parce que, tu sais, Cyril, c'est pas le gars qui va faire élever tant sa game technique debout, dans le sens, c'est pas un top-level striking coach, tu comprends? Ni un top-level grappling coach. Mais c'est le gars que tu veux avec toi pour genre, checker ton adversaire, analyser sa game, analyser les affaires qu'il fait bien, les affaires qu'il fait pas bien, te dire, faut que tu t'attendes que quand il fasse ça, c'est ça qui arrive. Quand il fait telle affaire, c'est ça qui arrive. Puis vraiment décortiquer la game de son adversaire. Puis genre, c'est tellement important là, dans le MMA moderne. Puis il y a des gars qui portent juste pas full attention à ça. Puis j'ai l'impression que Charles, c'était un peu ça avant. C'est genre, non, moi, je suis bon, je suis skill, je suis une petite tornade quand je me mets dans ma game. Je suis genre, puis il analysait pas nécessairement ses adversaires en profondeur, puis il savait pas nécessairement à quoi s'attendre de ses adversaires parce qu'il s'en colissait, il allait juste aller là puis faire sa game, puis il y a personne qui allait lâcher de faire ça. Mais là, il se rend compte aujourd'hui que quand tu sais ce que ton adversaire va faire, c'est bien plus facile de faire marcher ta game parce que t'es genre, regarde le move qu'il vient de faire, je le sais ce qui arrive, fait que je sais quoi faire pour le défendre, pour être en mesure de faire ce que je veux faire. Puis Cyril, c'est vraiment le gars qui va y amener ça, puis qui va driller ces affaires-là avec justement Yann Jacolin, avec les autres training partners qu'ils ont. Fait que je pense que Cyril Robert, vraiment, ça va être quelqu'un de très important là, pour Charles Jourdain. Là, comme Fabio Alanda peut l'être, comme Yoni Sherbatov peut l'être. Je pense que Cyril va être là, dans ce groupe select-là de monde qui vont beaucoup aider Charles. Puis aussi, ils se connaissent depuis très, très, très longtemps là, à cause du Pro Star puis tout. Fait que non seulement Cyril, c'est un bon mind pour décortiquer ses adversaires, mais il connaît très bien Charles, un peu comme Sifu Pat avec ses fighters qu'on parlait tantôt. Fait que je shout-out à Cyril. Je pense que c'est une pièce vraiment importante du casse-tête. Puis je suis content là, de le voir là, dans l'entourage, de le voir aller à Vegas. Puis, comme je le disais à lui, à Yann, je suis content et tout de
d'ouvrir ma TV et de voir fucking Yann Jacolin puis Cyril Robert était dans la cage de l'UFC. Ah, c'est sûr que le boy avec qui je roule au MFL, le gros, puis après ça, il est au UFC, le gros, à faire ses affaires et tout. Je trouve ça nice pour notre petite clique les québécoise. C'est trop pas un yes man en plus. Là. Tu sais, tu lui as demandé comment tu raterais la performance à Charles, puis il a donné 7.5, je pense. Là. Ouais. Et comme j'ai trouvé qu'il était trop slow pour commencer, puis tout, là, il est pas là pour dire « Ah, Charles, il est trop bon. Non, c'est ça exactement. Il va absolument pas le dick ride, mais c'est ça justement l'avantage que un gars que ça fait longtemps que tu connais. Ouais. Il est pas nouveau, puis il est pas « Oh shit, check ça, moi j'ai le fighter de l'UFC. » sa job. Parce que t'en as tellement des hosties de dick riders, là. Des gyms, puis tout, le fighter du UFC, Charles Jourdain, puis il ferait tout pour l'avoir dans son gym, puis il va tout faire pour le garder dans son gym. Il va te le sucer bien comme faut pour être sûr que Charles pense qu'il est le meilleur au monde, puis c'est pas ça, faut qu'il arrive, là. Non. Pour un gars qui dit « Ah, ça, gros, t'as gagné, c'était bon, une belle performance, un beau finish, 3e round, c'est spectaculaire, puis tout, mais t'aurais pu le ruiner au premier round, ce calice-là. Là. » Ouais, big time. C'est pas vrai? Rapidement, mon chum, Bronson Allen, tu vois ça comment? Ça t'excite-tu un peu? Ou? Est-ce que ça m'excite? Non. Est-ce que je pense que c'est un bon fight? Ouais. Tu sais, c'est comme... Ça va être à la TV, je vais l'écouter parce que ça joue. Est-ce que je peux exciter? Je pense pas que personne ne peut s'exciter pour ce combat-là parce que l'UFC, genre quelques semaines, quand ils ont mis un beau petit graphique à TV, des événements à venir à ne pas manquer, ils ont toutes mis calices d'événements au mois de mars, sauf lui. Ouais. Je me dis que même si l'UFC n'est même pas down de nous dire qu'il faut être excité pour ça, je pense pas qu'on peut être excité pour ça. Mais tu sais, gros, ça va arriver, puis je vais le checker. Puis Kevin Holland, c'est mon boy, puis je sais vraiment pas s'il va gagner, honnêtement. Faut que je fasse mon preview, là, puis d'ici demain midi, puis je ne sais pas qui va gagner. Je ne sais pas en tout. Parce que Kevin Holland semble avoir les choses qu'il faut pour gagner contre Derek Brunson, peut-être. Mais Edmund Shabazian aussi, tout semblait avoir ça. Puis Derek Brunson, il a montré qu'il y a quand même levels to this shit. Puis Derek Brunson, j'ai l'impression que tu peux pas vraiment savoir si quelqu'un va le battre tant que t'as pas vu le gars se battre contre lui. Puis là, un coup que t'as vu le gars battre Derek Brunson, tu peux dire, ce gars-là, il a battu Brunson. Donc je pense qu'il pourrait avoir des bonnes chances contre Gastelum, il pourrait avoir des bonnes chances contre Jack Hermanson. Mais tant que tu l'as pas vu battre Brunson, tu peux pas dire ce gars-là, il est élite, genre, tu comprends? Puis Kevin Holland, on l'a vu battre des bons gars, même Jack Harry, mais tu sais, il y a trop d'affaires weird dans le game de Kevin Holland qui fait qu'il est sa coche. C'est un des combattants les plus sa coche. Mais est-ce que je peux me fier là-dessus? Est-ce que je peux me fier sur le fait que ce style game weird-là continue à marcher au niveau élite de la division? Faut que je le voie, genre. Parce qu'il y en a qui... C'est un bon test pour Kevin Holland. Parce qu'il y en a qui réussissent là, à faire marcher une game super weird au niveau élite. Mais c'est pas tout le monde. Vraiment pas tout le monde. Tu sais, est-ce que quand tu vas arriver devant Easy, qu'est-ce qu'il va passer de ce game-là, lui-là? Là? Tu comprends? Il y a un peu le... Holland, c'est un peu comme une version en dessous de Easy en termes de range, de reach, puis tout. Les deux sont grands, ils ont des longs bras, c'est des bons strikers. C'est un sniper, oui, définitivement. Là. C'est ça, son essence même, c'est de sniper quelqu'un at range. Fait que Easy avait quand même bien pété Brunson. Là. Ouais. Mais Brunson, on s'entend que ce qu'il va vouloir faire, c'est rentrer dans le range ici, là. La côté sa cage un peu aussi, je grinder, essayer de lutter. Par exemple, moi, le knockout de Jack Harry me ferait un peu peur si j'étais Derek. Ouais. Il peut striker de n'importe où, man, Holland. Puis tu sais, même pas juste le knockout de Jack Harry, mais le ground game de Holland en général. Holland contre Thiago Santos. Thiago Santos, en dessous, il est pas bon. Mais sur le top, Thiago Santos, il est gros, il est lourd, puis il frappe très, très fort. Puis Kevin Holland, ça en est vraiment colissé là, de lui. Là. Il a roulé avec pendant 15 minutes, puis il était compétitif. Tout. Fait que moi, être Brunson, je pense que le sol de Holland me ferait plus peur que son stand-up. Ah ouais? Ben honnêtement. Ouais, c'est vrai qu'il est underrated un peu au sol. Là, ouais, mais tu sais, c'est comme Nico Price. Ouais. Tu sais, Nico Price, tu veux-tu te retrouver sur le top de lui? Tu sais jamais ce qui peut arriver. Peut t'hammer fist, peut top kick, peut être. Genre, pis il est weird, pis il s'en calisse d'être weird, pis d'essayer de lander punch plein power de sur son dos. Ouais. Fait que sa game à Brunson, faut vraiment que ce soit, comme tu dis, rentrer dans le pocket, pis il faut pas qu'il laisse le reach à Holland. Genre, empêcher Holland d'être at range, pis d'envoyer des kicks random jusqu'à temps qu'il te snipe avec une drette. Fait que faut que tu coupes la distance.
faut que tu essaies de rendre ça dirty, de boxer avec lui puis de clincher beaucoup contre la cage. Je pense que c'est ça le gameplay. Bon, ben, c'est à checker en fin de semaine, mon chum. Je te remercie bien gros. Mon Faber. Carabine et Faber numéro 5, mon boy. March Madness, esti. Ok, go Duke, même s'ils sont pas là, man. Let's go Duke, man. Duke Hazard, esti. Alright, puis checker BFL demain, mes tabarnak. Puis allez checker DMMA Talk, esti, c'est la source numéro 1 d'MMA au Québec, au Canada. C'est la planète Terre dans l'univers, quoi. Les Faber, tu connais ça, mon chum. Je suis content de t'inviter sur mon show, esti. Ben, je suis content de faire des shows avec toi, Carabine, sur ta ben nice. Puis, yes, sir, mon boy. On se voit bientôt, esti. Tu viendras faire du Jew chez nous, mais qu'on puisse. Ben oui, puis on fera le numéro 6 en personne. Ah, ça serait cool, man, ça. Allez, ciao tout le monde. Ciao, guys.